vous êtes sur RTL. Ils refont la France sur RTL. Avec Anaïs Bouton. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ils refont la France. C'est tous les vendredis soirs et c'est l'actualité française vue par les correspondances de la presse étrangère. Avec ce soir Paola Martínez Infante, periodista chilena. En Navarre Pedro, de imprensa portuguesa. Tor Keller, Europakorrespondent for Information. Juan José Dorado Muñoz, periodista espagnol. Buenas tardes. C'est de la Vega. Bonsoir et merci à tous les quatre d'être là pour refaire la foi. À la une ce soir, un sommaire un peu particulier qui ressemble à un dîner français, remarquez. On va se poser la question, est-ce que la France est raciste? Donc on va bien s'engueuler. Et puis après, on fera Noël ensemble. On parlera des spécialités locales et de comment ça se passe chez vous. Allez, à tout de suite. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Bien, d'abord je voudrais évidemment, après ces très nombreux mois de travail autour de la loi immigration qui a été voulue par le président de la République, qui je le répète prévoit des mesures très fortes d'intégration, de régularisation de travailleurs sans papier, mais aussi d'expulsion des étrangers délinquants, me satisfaire, malgré les vicissitudes et les anicroches parlementaires, de cette adoption. Alors, la loi sur l'immigration, vous le savez, qui ne le sait pas, il faudrait être dans une grotte, a donc été adoptée cette semaine à l'Assemblée nationale par les députés de la majorité de LR et du RN. 349 voix pour, 186 contre. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a démissionné depuis. D'autres ont menacé de le faire. Certains dénoncent des concessions faites à la droite, voire à l'extrême droite. Réaction de la Première ministre et du député PS, Boris Vallaud. J'ai le sentiment du devoir accompli. On voulait faire voter un texte utile, efficace, attendu par nos concitoyens. Ce texte est celui d'un gouvernement agissant sous la dictée de la droite et de l'extrême droite. Rien ne vous oblige à les suivre dans le déshonneur. Alors, crise politique majeure ou psychodrame habituel en France, Juan José Dorado? Et crise politique majeure. Ah bon? Crise politique majeure. Déjà parce que la première des choses, c'est que vous avez un gouvernement qui fait approuver une loi avec les voix de l'extrême droite, même si M. Darmanin, dès que le vote a eu lieu, vient nous dire non, mais en fait, on n'avait pas besoin. Ils avaient besoin et c'est grâce à l'extrême droite que cette loi est passé, puisqu'il y a quand même une soixantaine entre abstentions. Si on n'arrive pas à s'arranger... On va chipoter, si vous voulez, sur comment on compte. on va chipoter. Et puis, surtout, ce qui me fait rager quand même, c'est que vous ayez un ministre et un président de la République qui vous disent « Oui, mais de toute façon, il y a des trucs qui vont partir parce que ça va être le tribunal constitutionnel. Oui. » Donc, en fait, vous faites voter quelque chose que vous savez qui va peut-être être censuré. C'est pas leur texte. C'est le texte. Non, mais c'est le test que. C'est le test qu'a présenté le gouvernement. C'est le test qui a été voté par Renaissance et qui a été négocié par la commission mixte paritaire. Donc c'est bien leur texte. Alors en fin de compte, c'est le fruit d'une négociation. La personne qui a tout compris, c'est encore une fois, entre guillemets, François Hollande, quand il dit, en fait, ils n'ont pas eu peut-être besoin des voix de l'extrême droite, mais ils ont gardé les idées de l'extrême droite. Et c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est une crise majeure parce qu'un ministre est parti. Et ça honore quand même Aurélien Rousseau, parce que les gesticulations de l'aile gauche des Renaissance, avec le ministre Baume, la ministre de la Culture, etc., qui ont menacé ou laissé entendre qu'il pourrait partir. Non, c'est une crise politique majeure. Oui, enfin, les Français, ils sont favorables au projet de loi sur l'immigration. Entre 70 et 80% de la population. Est-ce que les électeurs peuvent comprendre ce qui se passe? Est-ce que l'opinion publique peut comprendre tort? Je suis pas sûr que les Français comprennent ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Déjà, c'est pas le cas normalement parce que c'est quand même compliqué, suivre tous les détails, etc. Commission mixte et tout ça. Il faut fait une thèse en politique française pour comprendre tout ça. Moi, je pensais qu'il était mort ce texte après qu'il était voté rejet. C'est ça qu'on fait normalement dans les démocraties. Mais dans les démocraties, normalement, on débat d'un texte. Tout à fait. Là, le problème, c'est qu'ils ont voté. Alors là, Juan José, vous pouvez pas dire le contraire. Mais ce qui m'intéresse dans ça, c'est est-ce que le Français arrive à se mettre dans la place de les gens qui sont concernés par cette loi? C'est ça qui est important. Oui, on peut tous être d'accord que peut-être il faut changer les règles, etc. Surtout vous, au Danemark, vous changez beaucoup les règles, là. Et depuis longtemps. Nous sommes et des sociodémocrates. Nous sommes l'avant-garde de la droitisation de la politique. Et c'est les sociodémocrates. C'est donc bien quand même qu'il y a un problème. Les deux. Pardon, gauche. là
droite et gauche au Danemark, mais les social-démocrates aussi. Oui. Ils ont aussi participé. Et pas que eux. Anna. Oui, alors la question, c'est évidemment, vous venez de dire que un texte dans une démocratie, un texte est débattu avant d'être voté. Oui, mais vous êtes en France et vous avez le 49.3 dans la Constitution. Non, on n'a pas sorti le 49.3. Non, je sais qu'on ne l'a pas sorti. Je sais qu'il y a une motion de rejet, mais sur le principe, même le concept de débat d'une loi qui est impressionnante, vous me dites c'est mais moi je comprends. Intangible dans une démocratie, c'est vrai, mais des fois le gouvernement dit cela, le même argument que vous venez d'avancer, dit il n'y a pas eu de débat, c'est pas démocratique, mais le même gouvernement avance avec le 49.3 sans débat. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Ils n'auraient pas pu le dégager. Et il y a un problème. Non, là, ils ne pouvaient pas, mais ce que je veux dire, c'est que quelle qu'en soit l'origine de ce vote de cette approbation sans vote, elle est pour le même gouvernement, elle est valable dans un cas et pas valable dans l'autre. Ou elle est démocratique dans un cas et pas démocratique dans l'autre. C'est pareil pour l'opposition, Anna. Pareil. C'est pareil pour tout le monde, mais c'est le problème. Donc, s'il y a une crise démocratique en France, je pense que ce texte le démontre. Pour le reste, est-ce que les Français vont comprendre? Non. Ce qu'ils vont retenir, c'est ce qu'ils veulent, parce que les sondages le montrent, qu'il y a un durcissement des lois sur l'immigration. Moi, je constate quand même quelque chose d'étonnant, que le Front National, enfin, le Rassemblement national a aussi voté un texte où c'est écrit que pour régulariser un sans-papier, il faut qu'il travaille pendant 12 mois au moins dans les 24 mois précédant cette demande de régularisation. Donc ça veut dire qu'on accepte des sans-papiers irréguliers en France, illégaux, des migrants illégaux qui travaillent. Oui. Donc voilà. Paola, pardon. Oui, Paola. Et moi, il y a beaucoup de choses. Et la première, c'est je ne pense pas que tous les Français, je suis bien d'accord, ils soient au courant en détail de ce que c'est cette loi. Nous, on a été auprès parce qu'on la suit, on doit la commenter, on doit l'expliquer aussi aux gens ailleurs. Il y a des qualificatifs quand même qui sont sortis de la presse latino-américaine, d'une loi polémique, d'une loi enfermée, d'une loi qui ne fait pas valeur, en fait, qui ne fait pas honneur aux valeurs de la France. Oui, sauf que la France reste quand même le pays d'Europe le plus généreux. Bien entendu, mais on aussi... en parle juste après la... D'accord, et je continue. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Et avec moi, les journalistes et correspondantes portugaises, Ana Navarro Pedro, espagnol, Juan José Dorado, Torre Keller, qui nous vient du Danemark, le pays où il y a le plus d'oxygène, et selon Paola Martinez, qui elle est journaliste chilienne. Alors on était en train de s'empoigner, comme dans les dîners de Noël qui vont arriver après-demain, sur cette loi sur l'immigration. Et moi, une question, Juan José Dorado, on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie sur l'immigration en France. En réalité, on fait texte après texte, mais sans vraiment considérer le problème globalement. Et on a surtout, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression, vous qui connaissez la France depuis Mathusalem, que en fait, pendant 40 ans, on a laissé tous ces problèmes, le drapeau, l'immigration à l'extrême droite, dès que quelqu'un essayait d'en parler, il était taxé de fascisme. Et du coup, on arrive à une situation qui est insupportable. Vous avez tout à fait raison. Déjà 30 lois sur l'immigration depuis 1980. Depuis 1985 et l'entrée avec Mitterrand de l'extrême droite en force à l'Assemblée nationale, après, on les a fait sortir, bien sûr, parce qu'on a changé le mode de scrutin. Mais depuis, dès que vous dites quelque chose qui touche l'immigration, effectivement, vous êtes taxé systématiquement d'extrême droite. Et c'est une raison pour les uns pour faire de la politique et pour les autres, justement, de dire non, on n'a rien à voir avec l'extrême droite. Mais la réalité, c'est que quand vous regardez le problème de l'immigration en France, vous savez, vous êtes le pays qui est sous la barre des moyennes européennes par rapport à la population étrangère dans la population française. La moyenne européenne est de 14%. Selon les données d'Eurostat qui sont relatives à l'immigration, la part d'étrangers au sein de la population française est inférieure à 8% pour l'année 2021, bien moins qu'en Allemagne, 13,1%, qu'en Irlande, 13,3%, ou qu'en Autriche, 17,5%. Et en même temps, vous êtes dépendant de cette main-d'œuvre parce que pratiquement 40% des main-d'œuvre des employés de maison sont des étrangers
étrangers. Et 20% des travailleurs dans le BTP, c'est des étrangers. Dans les gardiennages et la sécurité, c'est 23-24%. Donc en fait, aussi. La réalité, et le patronat vient de le dire, le MEDEF, le président du MEDEF, c'est que d'ici 2050, on a besoin des pratiquement 4 millions d'étrangers pour pouvoir faire face et pouvoir tenir l'économie française. Il ne faudrait pas, comme ce que fait le Danemark, réfléchir alors, est-ce que c'est un gros mot de dire ça en France? Je ne sais pas, à une immigration choisie. Oui. C'est ce que vous faites au Danemark. On fait ça au Danemark et on a vu des chiffres qui ont beaucoup baissé ces dernières années, notamment sur l'asile, parce que c'est très désagréable de venir au Danemark maintenant. Je fais un petit récap, si vous voulez bien, Thor. Le Danemark, qui gouvernait à gauche, qui assume le plus ouvertement une politique dissuasive vis-à-vis des migrants. Pour avoir accès aux allocations chômage, il faut avoir résidé 7 ans dans le pays. Il faut y avoir vécu 9 et travaillé 2 ans et demi pour bénéficier des prestations sociales. Sans ça, un migrant n'a le droit qu'à un minimum de subsistance. Et ça, c'est des politiques qui ont été mises en place dès 2015. Oui, et en fait, ça fait 20 ans qu'on durcisse les législations sur cette question-là. Le gouvernement qu'on a pour le moment, c'est un gouvernement de centre, donc c'est-à-dire les sociodémocrates avec la droite, ils sont formés un gouvernement ensemble. Ils sont commencés un peu maintenant, après toutes ces années de durcissement, de alléger un petit peu. Parce qu'on voit pas mal de cas qui sont idiotes. Des gens, des Danois qui peuvent pas avoir leur femme ou leur homme, leur mari chez eux. Des gens qui ont fait une formation de 10 ans au Danemark, et là on s'est dit bon, on va les expulser, etc. Ces sortes de trucs, on voit ça. C'est qui est le problème pour les Danois et pour les Français, la raison pour laquelle l'immigration va pas arrêter, c'est parce qu'on traite pas les raisons pour lesquelles les gens partent de chez eux. C'est le climat, c'est la guerre. Et dès qu'on n'arrive pas à traiter ces problèmes-là, les gens vont essayer de venir quand même. Ils vont venir dans les bateaux, ils vont venir dans les voitures, ils vont nager parce que c'est pas bien chez eux. Donc, si vous n'arrivez pas à faire ici l'enfer total pour ces gens-là, il va quand même venir. Ouais. Les sociodémocrates danois nous expliquent une note de la Fondation Jean Jaurès. Ils estimaient que le contrôle des frontières et de l'intégration étaient les conditions de la préservation de leur modèle social de l'État-providence. Paola. Ça a été voté d'ailleurs mercredi dernier à l'Union européenne, l'endurcissement justement de ça, et avec le renforcement des frontières, etc. Moi, il y a vraiment, ça me dérange cette loi parce que laisse entendre que les immigrants, en fait, ils sont là parce qu'il y a les bénéfices sociaux. Un chiffre de la CAF, seulement 10% des bénéficiaires des allocations sont des étrangers. Seulement 10%. Donc là, il est où l'invasion? Il est où le bénéfice total qui sort de là? Autre chose qui est dérangeant aussi dans cette loi, c'est qu'on désigne l'étranger comme l'ennemi. D'ailleurs, Emmanuel Macron, il disait, c'est le bouclier qui nous manque. Le bouclier, oui, mais vous n'oubliez pas, Martina, évidemment, vous n'oubliez pas ce qui s'est passé. Vous n'oubliez pas Dominique Bernard, vous n'oubliez bien pas. entendu. Vous n'oubliez pas le pont de Birakem. Entre l'étranger délinquant et il faut absolument mettre dehors et les condamner. Mais on ne peut pas les mettre dehors. Regardez l'histoire du dernier Ouzbek, là. Oui, bien entendu, Anaïs. La France. Une amalgame entre tous ces gens-là, entre l'immigrant, justement, qui a besoin de venir parce que chez eux, c'est la pauvreté, c'est les climats et c'est les guerres en permanence. Ça, c'est une question. Et je connais aussi des gens qui ont traversé la Méditerranée sans gilet de sauvetage, juste parce qu'ils avaient les seules issues, c'était arrivé en Europe, par exemple. Ça c'est une réalité, bien et sûr. C'est tous les jours comme ça. On est bien conscient de que la Méditerranée, c'est un cimetière depuis des années. Ça, c'est une chose. Ça, aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est que cette loi, elle a, comme on dit, tout à fait, le Conseil constitutionnel va, à un moment donné, dire qu'il y a des choses qui ne sont pas très bien, qui ne sont pas en accord avec les valeurs de la France. Mais le mal est déjà fait, parce qu'on a destiné déjà l'étranger comme l'ennemi. Pas seulement celui qui veut arriver en France, sinon celui qui est déjà en France. Je ne crois pas. Je crois pas, Paola, parce qu'il y a aussi dans cette disposition pour les étrangers qui vivent en France, justement, un endurcissement des accès aux prestations sociales. Les étrangers aussi, les étudiants étrangers, ils devraient payer une caution, même s'ils ont dit, oh, ça, on va l'enlever. Mais les mal est fait. Qui connaît
une fac ici en France ou n'importe quel milieu des recherches où il n'y a pas des étrangers. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est parce que, notamment, c'est aussi des idées, malheureusement, d'extrême droite qui sont en train de faire du terrain. Je ne crois pas que la France est raciste, parce qu'il y a 60% des gens qui ne s'estiment pas racistes, et je ne veux pas croire ça, parce que ce n'est pas un pays qui est raciste, malheureusement. Voilà, c'était ma question. Voilà, la France malheureusement, quand même, ils sèment les terrains pour que les gens aussi s'expriment, ils commencent à dessiner l'ennemi. L'idée, c'était d'être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Comment on fait quand on a un Ouzbek qui est fléché, dangereux et qu'on ne peut pas le renvoyer? Les préfets. On ne peut pas le renvoyer. On nous a expliqué, l'Europe nous a expliqué qu'il fallait le réintégrer. Et si le type décapite quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème, Paola. Oui, mais le problème, c'est justement au cas par cas, comme ils veulent aussi régulariser les gens au cas par cas, pardon. Aussi, il faut expulser les gens au cas par cas. Dire qu'on ne peut pas régler le problème alors qu'il y a des solutions, même si peut-être ça ne serait pas en accord avec ce que fait l'Union européenne, mais un pays souverain peut faire prévaloir son droit et son vouloir. Si dire qu'on ne peut pas, c'est aussi une façon de continuer à mettre la politique et l'immigration en exergue, comment dit-on dans les champs, les trucs qui éloignent les animaux, les oiseaux, un épouvantail qui va cacher en fait, et ce n'est pas que la France, c'est les pays européens, c'est les États-Unis aussi, le problème d'immigration est immense, mais qui va cacher une énorme médiocrité croissante des gouvernants, de ceux qui nous gouvernent, des dirigeants qui arrivent au pouvoir. On a commencé à étudier cela au début des années 2000 dans les universités sur cette question des partis qui font monter que des médiocres jusqu'au sommet du pouvoir. Et nous y sommes. Je me permets de le dire parce que quand même Michel Cotta, grand nom de la presse française, l'a dit l'autre jour qu'elle était effrayée de voir la médiocrité de ceux qui dirigent la France en ce moment. Bien, Madame Cotta, ce n'est pas que la France, c'est tous les pays occidentaux. Il y a un chiffre... Alors attendez, Juan Rosé. On va faire une petite pause et après la pause, on continue sur ce sujet. Ça vous enflamme, et moi aussi d'ailleurs. Et je vous fais écouter un extrait d'un film extraordinaire. À tout de suite. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur R3. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Et avec moi, Ana Navarro Pedro, Juan Rosé Dorado, Torre Keller et Paola Martinez. Et on est un peu comme un dîner de famille le soir de Noël. On s'empoigne et on a sorti les victuailles parce que la deuxième partie de l'émission, on va la consacrer à Noël ensemble. Et ça va être merveilleux. Alors, j'ai pris un texto, Juan Rosé Dorado, du patron de la rédaction, du patron de l'information, du grand patron, du chef de RTL, Franck Moulin, qui me dit l'effet... Nom d'un chien, non, ça il n'a pas mis. Pas besoin des voix du RN, juste besoin que le RN ne vote pas contre. Alors moi, c'est ce que je vous ai... Oui, non, mais tout à fait, ce que je disais. Après, on peut chipoter mathématiquement peut-être, mais le fait qu'il ait voté pour permet que cette loi passe. Parce que s'ils avaient voté contre, elle ne serait pas passée. Mais de toute limite. Donc, c'est ça. Non, mais si, elle aurait pu passer. Elle aurait pu passer. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que si Renaissance n'aurait pas obtenu, par exemple. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui font défaut à Renaissance auraient voté pour. Donc, on n'en sait rien, en fait. Voilà. Mais vous voyez à quel niveau on est maintenant, chipoter sur les faits. Mais en réalité, je suis d'accord avec vous. Si on arrive à s'entendre sur une soustraction, il y a quand même un chiffre qui moi m'a touché, c'est qu'en 2022. En 2022, il y a eu 153 000 ordres d'éloignement. Il n'y a que 16 000 qui ont été enregistrés. Ah oui. Mettez les moyens justement pour que ce que la justice dit, c'est-à-dire expulser 153 000 personnes, elles soient expulsées. Mais non, vous ne le faites pas. Et donc, on va sortir des lois qui sont en préparation des 18 mois. Alors, si on a besoin des 18 mois pour préparer une loi qui passe comme elle est passée, et qui a causé ce type de problème, qui ne sera pas appliquée, bienvenue. Parce que les OQTF, elles sont... Thor, vous avez un truc à ajouter ou pas? Non, juste tout le processus montre comment c'est difficile en France de faire des compromis. Et vous n'avez pas l'habitude de faire ça. Vous avez normalement l'habitude d'entrer en force le gouvernement à tout le vote déjà, donc pas besoin de faire des concessions, etc. Donc là, vous avez fait un compromis. Et on voit que le gouvernement n'a pas l'habitude de faire des compromis parce qu'ils ont donné l'opposition tout ce qu'ils voulaient. C'est pas un grand gagnant. Pas tout ce qu'ils voulaient. Non, mais ils ont au départ. même... Alors, ce qui était extraordinaire aussi, c'est que Jordan Bardella, le matin du vote, dit cette loi ne nous satisfait pas du tout, etc. Et une fois qu'elle passe,
Marine Le Pen se dit c'est fantastique, c'est notre truffe idéologique. C'est notre voilà victoire. C'est une victoire idéologique. Elle n'a pas tort. Effectivement, elle fait pousser, elle fait vaincre le fonds de commerce du Rassemblement national en réalité. Mais tout ce micmac autour d'une... Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la démocratie telle qu'a été établie? C'est un système imparfait. Winston Churchill nous l'a bien dit, avec des mots choisis, c'est vrai, mais est-ce que ça a quelque chose encore à voir avec la démocratie? On dirait que c'est de la gestion, pour moi c'est de la gestion d'entreprise. On nous parle bien de gouvernance, qui est un mot d'entreprise. Il faut que quelque chose passe à tout prix, même si c'est une assemblée générale et que tout passe. C'est les mêmes types d'intrigue qui peut exister parfois dans la gestion, dans une assemblée générale d'une entreprise. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt des citoyens. Nous sommes des citoyens, c'est pas que des numéros dans un pays. Donc c'est extrêmement grave ça pour la France, parce que c'est pas le pays qui nous avait habitués à cela. Mais c'est grave. Je répète que même si on applique cette loi, on reste le pays quand même le plus généreux et le plus accueillant d'Europe. Mais je ne parle pas même pas de l'immigration là, je parle de la méthode, de tout ce qui se passe autour de cette loi. En termes de démocratie et en termes de sciences politiques, si vous voulez. Et c'est vrai. Moi, mon pays a l'habitude de dire, très rapidement, nous ne sommes pas racistes. Mais vous rêvez, les Portugais ne sont pas racistes. Quand je vais dans une boulangerie en France, quand je vais dans une boutique, quand je vais n'importe où, et je vois comment les gens sont traités avec courtoisie, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur milieu social, en égalité, et je ne vois pas la même chose chez nous. Donc, vous dites que le Portugal est beaucoup plus raciste que la France. Je le trouve. Donc les Français ne sont pas racistes. Non, ils ne sont pas. Ils sont comme tout le monde, mais pas dans cette... Je voulais vous mettre un petit extrait d'un film extraordinaire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça s'appelle La Crise, c'est un film de Colin Serrault avec Vincent Lindon. C'est un film qui a 20 ans, qui n'a pas pris une ride, avec Patrick Timsit, écoutez. Moi, ce que je comprends, c'est que les 3/4 de la planète, ils sont dans la merde. Alors, ils essayent tous de se radiner là où c'est moins la merde, c'est-à-dire chez nous. Et puis là, faut bien que quelqu'un se pousse pour leur faire de la place et leur filer à bouffer, ça c'est sûr. Je ne vous fais pas dire. Ah oui, mais jusqu'à présent, ceux qui se sont poussés pour leur faire de la place, c'est les mecs de Saint-Denis, c'est pour les mecs de Neuilly. Et puis les mecs de Saint-Denis, en plus, faut qu'ils se poussent, mon gars, dans le sourire, parce que sinon, c'est immoral, vous voyez. C'est un film remarquable, je vous encourage vraiment à le voir. La Crise, avec Vincent Lindon. Et c'est Colin Serrault qui avait imaginé tout ce qu'on allait vivre, tous les mots de l'époque, le racisme, les véganes, le yoga. C'est extraordinaire comme film. Voilà, une petite pause. Vous allez regarder ça ce week-end en famille, revoir ce film, La Crise de Colin Serrault avec Vincent Lindon et Patrick Timsit, entre autres. Et puis nous, alors on se retrouve pour fêter Noël ensemble. 2 jours avant. Allez, à tout de suite. Allez. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Jingle bells, jingle bells, jingle all. On se détend maintenant, qu'on s'est bien engueulé. Ana Navarro Pedro, Juan José Dorado, Torre Keller, Paola Martinez. Et on a la chance d'être rejoint pour quelques instants par Aude Vernuccio, qui Aude est italienne. Elle vient de Sicile et elle est française aussi. Buonasera. Buonasera. Alors, je vous ai demandé comment on passait Noël chez vous. Juan José est en train de couper du touron. Oh là 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 là. Et alors, Thor, expliquez-nous, Thor, d'abord, vous, là, c'est extraordinaire, extraordinaire. Oui, si vous asseyez pas, c'est des Ebleskiwa, donc il faut imaginer... Ça ressemble à des petites boules de... Des petites boules de crêpes, on peut dire. C'est ça. Fait dans une... c'est trop mignon. C'est la recette de ma grand-mère, et en plus, c'est la confiture de ma grand-mère. Et alors ça, vous mangez ça quand? Vous mettez ça un peu dans le sucre, là. Dans le sucre, si vous voulez vraiment faire plaisir, mettre un peu de confiture et après du sucre. Donc le double dose. Par contre, je pense que c'est là que je t'ai donné, c'est un peu brûlé, mais bon. Non, elle est bien. Après, l'Amérique du Sud n'a pas excellent. Excellent. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça? On le mange à quelle heure, Thor? Ça, moi, je mange pendant tout le mois de Noël. Donc tout le mois de décembre. Vous pouvez trouver ça partout dans le supermarché danois, dans tous les trucs des familles. C'est etc. délicieux, hein? Ah oui. C'est une petite boule de crêpe avec de la confiture. De la confiture de quoi, d'ailleurs? Ma grand-mère, elle a juste écrit Mix 2023. C'est ça, sur le pot de confiture. C'est une confiture de fruits rouges, c'est absolument délicieux. C'est ça, les Aude Vernuccio, qu'est-ce qu'on fait en Sicile? Alors, je vous fais un menu complet ou pas? Bah oui, menu Alors complet. d'abord, vous savez qu'en Italie, il y a les antipasti. Donc c'est l'entrée, en quelque sorte. Alors, on va plutôt manger de la ricotta salée
en Sicile, avec de la saucisse sèche, alors généralement au fenouil ou à la pistache. Ça, c'est très bon. Ensuite, en plat, on a un plat typique en Sicile, ça s'appelle les millidi. Je vous le donne avec l'accent. Oui. C'est des espèces de pâtes qui sont cuites au four. Généralement, on les fait à la maison. Ça ressemble à... je dirais plutôt des grosses spaghettis, un peu entre les spaghettis et les nouilles, qui sont faites au four avec de la saucisse sicilienne, avec de la sauce tomate. On peut avoir aussi des lasagnes plutôt dans le nord de l'Italie. Après, on a de la viande. Ah oui, on mange. Ah non. Ensuite, après, on a de la viande. Ça peut être plutôt du veau ou du lapin avec des pommes de terre au four. Et ensuite, on a le dessert plutôt léger en général. Le dessert en Sicile normal, on a beaucoup mangé avant. Ça peut être un petit gâteau à la pâte d'amande, ce qu'on appelle les dolci tipici. C'est des petits gâteaux, voilà, très sympathiques. Ou alors des tartes glacées. Là, on y va. Oh là là. Et ça, c'est le repas du 24 au soir ? Oui, du 24 au soir. Ça donne envie. Et alors, qu'est-ce qu'on boit avec ça du Vino rosso, du vin rouge. Ah, toujours, bien sûr, toujours. bien sûr. Avec la viande. Vous m'avez dit ce qu'on buvait avec ça, du thé, non ? En fait, c'est assez libre. Il y a pas mal de gens qui boivent du thé, mais il y a aussi le fameux glögg. Le glögg. Non, pas le klug, parce que vous savez que klug en français, c'est un mythe. C'est le film Le Père Noël. est une ordure, ouais. Et donc, il y a toujours un monsieur qui vient de l'Est et qui rapporte des plats absolument imbouffables, en fait. Et donc, c'est klug. Donc, c'est pas le klug en danois. Le glögg, c'est le vin chaud, mais avec des épices particuliers, avec des petites amandes, etc., qui est quand même assez forte. Il faut faire attention. 2, ça suffit. 3, alors, l'alcool, on s'arrête. On a écouté Jimmy Mohamed sur RTL cette semaine, qui a dit que c'était vraiment pas une bonne idée de donner de l'alcool aux enfants, et même aux mineurs, qu'ils avaient encore un cerveau en formation. Le glögg, c'est pour les adultes. Ah ouais, le glögg, c'est pour les adultes, enfants, et tout le reste aussi, et le vino rosso aussi. Passons à l'Espagne. Juan Rosé, vous faites sauter votre bouchon. Oh, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ce n'est pas du champagne. Non ? Non, ce n'est pas du champagne. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, on appelait ça du champagne. Ouais. Ça s'appelle du cava maintenant, parce que les vignerons français ont décidé d'attaquer l'Espagne en justice, parce que champagne, c'est un nom, une appellation d'origine contrôlée et géographique. Et donc, on n'avait pas le droit, en Espagne, du côté de la Catalogne, du fait de faire du champagne. Et donc, on appelait ça du cava. Mais en fait, c'est du champagne, si vous voulez, parce que c'est la méthode champagnoise. D'accord. Et donc, le cava, qui est produit en Espagne depuis des décennies, Aude, merci, va être présent dans toute les tables espagnoles tout au long de Noël et du réveillon du Nouvel An. Et je vous ai apporté aussi un autre produit typiquement espagnol, qui est le turrón. Alors, le turrón se fait... tout à l'heure, on parlait justement de l'Italie, c'est de la pâte d'amande. Alors, turrón, celui que je vous ai apporté, qu'on appelle... Délicieux. Blando, je ne rappelle plus comment on dit en France. Mou. Donc, c'est de la pâte d'amande. Ou bien le duro, le dur, où on voit les amandes tout entières. Ça, c'est un peu comme du nougat de Montélimar. Voilà. Vous l'appelez nougat, mais le turrón, par contre, c'est appellation d'origine contrôlée et géographique aussi. Cette fois-ci, c'est du côté espagnol. Donc, voilà 2 des produits qui ne peuvent jamais manquer dans une table espagnole. C'est vrai ? Le cava et le turrón. Alors, vous ne bougez pas, parce que, alors là, dans un instant, on va boire un truc incroyable, un truc chilien, dans 3 minutes. À tout de suite. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. It's beginning to look a lot like Christmas. Ouais. Ça commence à ressembler à Noël. Hein ? Avec moi, Ana Navarro Pedro, Juan Rosé Dorado, Torre Keller et Paola Martinez. Et on parle de ce qui se passe dans vos pays pour Noël. Et on a déjà, avec beaucoup de modération, bu quelques gouttes d'alcool, puisqu'on a bu du champagne espagnol qui s'appelle la cava.
cava. Et donc, on passe à vous. Qu'est-ce qui se passe au Chili? Voilà, nous on a 2 produits phares aussi, c'est la cola de mono, qui est ce que je vous ai fait servi à boire tout à l'heure. Ça s'appelle la queue des singes. Pourquoi ça s'appelle la queue des singes? C'est un mélange, ça date des années 1910. Il y avait le président Montt, Pedro Montt, qui apportait avec lui tout le temps sa Colt, son revolver. Donc, il raconte la légende urbaine. Il ponte un soir, il voulait partir. Personne n'a voulu lui donner sa Colt. Et en fait, pour prolonger la soirée, on l'appelait aussi le mono, le singe à lui. Et donc, il n'avait plus à boire non plus du vin. Ils ont mélangé du brandy avec du café au lait. Ouais. Et donc, toujours avec beaucoup de modération. Voilà, col des montes, colémon, cola de mono. Et aujourd'hui, on boit la cola de mono. C'est à peu près le même principe. Sauf c'est comme un petit café au lait un peu arrangé. Exactement, un peu de pisco. Et aussi, on a le pan de Pascua, parce que chez nous, on ne dit pas Navidad, on dit Pascua. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Oui, on ne dit pas la Navidad, on dit la Pascua. Parce que c'est une déformation entre les Pâques juives, la naissance de Jésus, la résurrection de Jésus. Donc, il y a un mélange qui est un peu étrange. D'ailleurs, le Père Noël ne s'appelle pas le Père Noël, ça s'appelle El Viejo Pascuero. El Viejo Pascuero. Pareil, ça date de 1930, qui a été baptisé comme ça. Et pareil, on a beaucoup d'épices dans ces sortes de panettone un peu. Très très bon. Exactement. C'est vous qui l'avez fait? Si, c'est moi qui l'ai fait. Toi et moi, c'est fait maison. Tout ça, comme on est à 10 000 km de distance entre le Chili et la France, 11 000 pour être précise. Et tout ça, il faut le faire ici parce qu'on ne trouve pas forcément dans les c'est délicieux. Dans les supermarchés et compagnie. Donc ça, c'est nos produits à nous et on ne peut pas passer Noël sans goûter à la cola de mono et le pan de Pascua. Et ça, à quelle occasion? À peu près tout le mois de décembre ou tout le mois de décembre, oui. Et c'est assez beau parce qu'en fait, moi, mes souvenirs d'enfance au Chili, c'est arrivé de l'école et il fait très chaud, il faut dire aussi. Nous, on fait Noël avec 35 degrés. Mais bien sûr. Voilà, le Père Noël, il est pas en tang. Non, même pas. Il est vraiment habillé comme au pôle Nord, donc il souffre, le pauvre, la température très élevée. Et donc, comme il fait très très chaud, cette boisson-là, il faut la boire très très froide aussi. Ouais. Et donc, voilà. C'est délicieux. Ça fait partie de nos traditions. C'est délicieux. Et alors, Anna, qu'est-ce qui se passe chez vous? Écoutez, chez nous... Au Portugal, donc. Boisson vin tinto, vin rouge, évidemment, ou blanc, ça dépend. Et puis du Porto, évidemment, que nous avons laissé un peu par ici, chez RTL, à partager un peu. Et puis, il y a des plats, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'entrées, il y a juste des trucs très spécifiques au Noël. Il y a une soupe, ce qu'on appelle un bouillon vert, avec une sorte de chou laminé très fin, vert. Et en entrée, un chou vert, un peu coupé en lames très très fines. Et ensuite de la morue, parce que c'était 2 plats de pauvres dans le temps, c'est plus le cas aujourd'hui, mais c'était les plats que tout le monde devait pouvoir manger à Noël dans un esprit chrétien, de solidarité, humaniste, etc. Ah, d'accord. Donc c'était les plats. Pauvres riches, on mangeait la même chose, il n'y avait pas de différence. Ensuite, quand même, la différence arrivait, bien entendu, l'humain est toujours l'humain. Et donc après, les plats de viande, etc., pouvaient être plus ou moins riches, mais au moins, il y avait une partie centrale. Et puis, on a les desserts, beaucoup de desserts, mais un est impératif, ce que nous sommes en train de manger, c'est le bol-rei, le gâteau roi. Ça, c'est incroyable. Qui existe un peu en Espagne aussi, dans le sud de l'Europe, dans le sud de la France, qui est un gâteau avec des fruits confits. C'est magnifique. Et qui est très très beau. Et alors là, vous l'avez acheté, vous? Alors, on me l'a fabriqué pour nous. La pâtisserie Belém, qui est à Paris, rue Boursault, dans le 17e arrondissement. C'est un petit établissement familial qui est là depuis des années. C'est peut-être le meilleur coin du Portugal à Paris, je vous le dis. Et je ne suis pas la seule à le dire. Notre grand ami Paolo Levi, journaliste italien qui est souvent là, eh bien, il le dit aussi, il y va aussi quand il veut être dépaysé et trouver la qualité des très bons produits portugais. Incroyablement bon. Ils sont excellents dans cette famille, dans cette petite entreprise. Et ils nous l'ont fait pour nous, là. Vous les remercierez, vous les embrasserez pour nous. Dites-moi, là, votre grand-mère, comment elle s'appelle, Thor? Elisabeth. C'est ma grand-mère qui a fait la confiture. Elisabeth, on t'aime. Alors, qu'est-ce que vous avez dit, Anna, au sujet de la confiture? J'ai dit qu'il fallait dire à la grand-mère de Thor que ça vient du ciel, parce que c'est vraiment divin. C'est divin. C'est divin, sa confiture. Est-ce que je peux juste donner un petit tips de santé danoise? Oui. Après avoir mangé tous ces trucs, quand même un peu gras, sucrés, etc., c'est que les Danois, c'est qu'ils dansent autour du sapin.
Ah, d'accord. Donc, pour perdre un peu le poids, vous pouvez faire ça le soir de Noël, danser en rond comme ça, très bonne suggestion. Chanter un peu. Ouais. On va danser autour du sapin. C'est vraiment, c'est très gentil. Je vous remercie tous les quatre de nous avoir fait partager. Feliz Navidad. D'avoir fait partager aux auditeurs de RTL, même si c'est que dans les oreilles, ce Noël passé tous ensemble. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Vous êtes donné du mal comme ça. Et je sais pas, on n'arrive pas à transmettre les goûts comme ça, mais je peux vous assurer que c'est délicieux tout ce qu'on mange. Merci donc à tous les quatre. Merci à tous les 5 puisqu'Aude était là avec nous pour nous faire partager le Noël italien. Ils refont la France revient vendredi prochain. Vous retrouvez l'émission sur rtl.fr et sur l'appli. Et puis surtout, attention, émission spéciale, on se retrouve lundi, le jour de Noël, pour passer Noël ensemble avec certaines de vos stars préférées de RTL. Il y aura Isabelle Morini-Bosc, Ophélie Meunier, Cyprien Signy, Alex Vizorek, Éric Jean-Jean, Cyril Lignac. Ils viennent partager avec vous leurs plus beaux souvenirs, leurs plus beaux Noël, leurs plus beaux cadeaux. On va se quitter sur Sia, qui nous annonce Noël et qu'on adore. On va se régaler tous ensemble, vous allez voir, on va passer Noël ensemble lundi à 19h15, donc à lundi. Et joyeux Noël un petit peu en avance à tous. Jusqu'à 20h. Ils refont la France